Nous sommes aujourd'hui samedi 15 août 2026. Et avant de poursuivre cette émission, permettez-moi de vous rappeler une nouvelle fois de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. Eh bien, au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu une avalanche d'informations en provenance du front, des lignes de combat en Ukraine et sur la situation générale de la guerre. Et comme les événements continuent désormais de s'accélérer, je pense que c'est peut-être le bon moment pour commencer, le bon point de départ, avec les derniers développements sur la ligne de front. Eh bien, la première chose à dire, c'est que nous avons maintenant davantage d'informations en provenance de la zone de Dobropilla, à l'ouest de la ligne des villes fortifiées, Sloviansk, Kramatorsk et les autres, Drukivka. Et les informations semblent montrer que les Russes ont progressé loin à l'intérieur de Dobropilla depuis l'Est. Ils ont aussi, de fait, pénétré dans Dobropilla par le sud. Le secteur des immeubles de grande hauteur, à l'intérieur de Dobropilla, est en train d'être pris d'assaut, et la résistance ukrainienne dans la ville s'affaiblit. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, et pour mémoire, il semble que les forces qui défendent Dobropilla soient en grande partie composées des brigades Azov ukrainiennes, c'est-à-dire de soldats issus des deux brigades Azov de l'Ukraine. Dans les médias ukrainiens, elles sont présentées comme les deux meilleures brigades du pays. Elles semblent assurément rencontrer moins de difficultés de recrutement que les autres brigades ukrainiennes, et elles paraissent pouvoir choisir parmi les meilleurs recrues. Bon nombre de recrues sont très idéologisés et se disent fortement motivés. Il y aurait aussi un meilleur entraînement et tout ce qui va avec. Les brigades Azov, elles aussi bien financées, seraient bien mieux équipées que la brigade ukrainienne moyenne sur le front. Mais cela ne semble pas beaucoup ralentir les Russes dans la région de Dobropilla. Donc je le dis simplement, ces troupes ukrainiennes d'Azov sont peut-être effectivement très bonnes. Je crois que, lors de récents exercices organisés en Occident, qui simulaient des combats avec des unités militaires américaines et d'autres pays occidentaux, les troupes d'Azov l'ont emporté sur le plan technique grâce à leur bonne compréhension de l'utilisation des drones modernes. Je dis ça comme ça. Ils sont peut-être très bons, mais ils ne sont évidemment pas invincibles. J'ajouterais simplement qu'un autre facteur peut être susceptible d'affaiblir la capacité des brigades Azov dans les combats réels, c'est que, d'après ce que je peux voir, leurs plus hauts commandants ne sont pas vraiment des personnes passées par le système habituel de formation militaire et les écoles militaires. Ils ont acquis leurs connaissances, leur expérience de la guerre et du commandement sur le tas. Cela peut avoir des avantages, mais je soupçonne que, face aux professionnels chevronnés qui commandent les unités des forces russes elles-mêmes, c'est probablement un désavantage globalement. Quoi qu'il en soit, j'ai expliqué à de nombreuses reprises que la chute de Dobropilla constituerait une crise majeure pour l'Ukraine. Cela placerait les Russes dans une situation où ils auraient capturé en Ukraine une ville importante située à l'ouest de la ligne de villes fortifiée, Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka et Kostiantynivka. Cela placerait aussi les Russes dans une zone où il n'y a aucune barrière défensive à l'ouest ni au nord, et d'où ils pourraient, en théorie, mener une opération majeure pour encercler les troupes ukrainiennes qui défendent Sloviansk et Kramatorsk. Dobropilla est donc très importante. C'est peut-être le lieu le plus important de toute la zone de conflit pour lequel on se bat. Cela explique vraisemblablement pourquoi elle est défendue par les brigades Azov. Et comme on le voit, malgré le fait que l'Ukraine ait envoyé ses meilleures troupes dans cette zone,
les Russes semblent remporter la bataille. Je vais maintenant aborder brièvement la structure générale du commandement des forces russes, récemment présentée par le correspondant de guerre russe, Marat Khairulin. Je le considère comme le meilleur, le plus intéressant et le plus fiable des correspondants de guerre sur l'ensemble du front, couvrant à la fois le côté russe et le côté ukrainien de la guerre. Et je le répète, vous pouvez retrouver les différents reportages de Marat Khairulin ainsi que son analyse de l'état de la guerre sur son site Substack, Marat Khairulin Substack. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Quoi qu'il en soit, Marat Khairulin a évoqué la récente réorganisation des forces russes menée par Poutine il y a une dizaine de jours. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Mais en substance, Khairulin explique que cette réorganisation a placé un général russe, le général Ivanaev, au commandement opérationnel direct du groupe de forces centre, qui est la force en train de prendre Dobropilya, mais aussi du groupe de forces sud, la force militaire russe qui progresse depuis l'Est de plus en plus près de Sloviansk et de Kramatorsk. Le groupe de forces Est a bien son propre commandant distinct, mais il serait apparemment subordonné au général Ivanev dans la chaîne de commandement. Ivanaev est un général très expérimenté. Il commandait auparavant le groupe de forces Est, la force militaire, qui a progressé depuis Donetsk, en passant par Kourakov et Selidov. Elle a ensuite pris Vuhledar, Velika Novosilka et Huliaïpol. Elle pousse aujourd'hui depuis l'Est vers la ville de Zaporijia. Elle coupe aussi les lignes de ravitaillement de la ville ukrainienne d'Orikiv, qui est désormais elle aussi prise d'assaut par l'armée russe. Et il est largement reconnu comme un commandant extrêmement compétent sur le champ de bataille. C'est aussi, soit dit en passant, quelqu'un qui a une présence physique plutôt intimidante. C'est ce qu'on m'a dit. Quoi qu'il en soit, ce commandant très expérimenté, très aguerri au combat et très offensif, a désormais reçu le commandement général de l'opération visant à briser les forces ukrainiennes dans le sud du Donbass, à Konstantinovka, Kramatorsk et Dobropilya, et bien sûr aussi à Drushkivka et Alexeyevo-Drushkivka. C'est donc un commandant tout à fait redoutable, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les forces Azov à Dobropilya commencent maintenant à sembler dépassées. Il semble également que ce soit Ivanaev qui ait fait progresser les forces russes le long de la ligne de village située à l'est de Dobropilya, dans des localités comme Toretskoï et Petrivka. Apparemment, d'autres villages de cette zone ont désormais été capturés, plaçant Drushkivka elle-même, ainsi qu'Alexeyevo-Drushkivka, que les Russes prennent aussi actuellement d'assaut, dans une situation que l'on pourrait, je pense, légitimement qualifier de semi-encerclement. Et c'est vraisemblablement ce général qui aura maintenant pour mission de capturer Kramatorsk, une fois que Drushkivka, Alexeyevo-Drushkivka et Dobropilya auront toutes été prises. Quoi qu'il en soit, une percée majeure des Russes dans cette zone semble être en cours. Pour l'instant, tout paraît très implacable et très très difficile pour les Ukrainiens. Et pour répéter ce que j'ai dit ailleurs, le général Drapati, qui a succédé au général Syrki à la tête de l'armée ukrainienne, est à ce que je vois totalement absent. Quoi que vous pensiez de Syrski, qu'il ait été un commandant compétent ou incompétent, lui au moins se rendait sur la ligne de front et y prenait les choses en main. Et je pense que la plupart reconnaîtraient qu'il avait une certaine aptitude, au moins sur le plan tactique. Je précise que déjà c'est très grave et très préoccupant. Mais nous avons aussi maintenant connu, à ce que je peux en juger, un désastre en matière de relations publiques. Pour Zelensky lui-même, dans la zone de Dnipropetrovsk-Zaporijia,
où il a revendiqué une victoire extraordinaire des Ukrainiens lors d'une contre-offensive qu'ils auraient menée dans cette région. Zelensky l'a annoncé, et les Ukrainiens ont publié simultanément une longue vidéo montrant des soldats ukrainiens levant des drapeaux dans de nombreux villages qui auraient été repris aux Russes dans cette zone précise. Or, certaines personnes qui ont examiné ces vidéos en sont arrivées à la conclusion que beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces images de soldats ukrainiens levant des drapeaux dans ces villages sont en réalité anciennes. J'ai entendu dire qu'une vidéo datait en fait de novembre 2025. Donc, dans le contexte de cette bataille, cette vidéo serait très ancienne. Et hier, j'ai évoqué le fait qu'un blogueur militaire ukrainien, qui est apparemment aussi un soldat en service dans l'armée ukrainienne, Mushno Lugansk, a mis en doute toute cette histoire d'une grande victoire ukrainienne dans cette zone précise, comme Zelensky l'avait affirmé. Eh bien, hier, les Russes ont publié leur propre très longue vidéo depuis cette même zone. Et ce qui ne surprendra peut-être pas grand monde, et ne me surprend absolument pas, cette vidéo semble montrer des images récentes de soldats russes levant des drapeaux dans une série de villages situés précisément dans cette zone, que les Ukrainiens étaient censés avoir capturés à la suite de l'offensive de Zelensky. Bon, j'imagine que, dans les prochains jours, certaines personnes vont aussi éplucher ces vidéos, et qu'il y aura un débat sur la date à laquelle certaines d'entre elles ont été tournées. Les Ukrainiens publient fréquemment des vidéos anciennes en les faisant passer pour récentes, semblant confirmer des avancées ou des gains territoriaux qu'ils n'ont, en réalité, pas obtenus. Mais il faut aussi dire qu'il y a eu des cas où les Russes semblent avoir fait la même chose. Et je ne vais pas garantir l'authenticité de chacune des vidéos produites par les Russes depuis cette zone, montrant des soldats russes brandissant des drapeaux dans ces villages. Peut-être que certaines de ces vidéos sont elles aussi anciennes. Mais je soupçonne que ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre eux et que les Russes contrôlent effectivement tous ces villages, ou du moins la plupart d'entre eux, peut-être même la totalité. Et que, exactement comme l'a dit Mushno Lugansk, l'offensive ukrainienne, qui aurait remporté un tel succès et dont Zelensky parlait il y a 2 ou 3 jours, est une fois de plus largement le produit de sa propre imagination. Un peu plus à l'ouest, dans la zone de Novoye Polye, un village que les Russes semblent incontestablement avoir pris il y a quelques jours, il semble que l'information de Redovka, selon laquelle les Russes avaient encerclé une force ukrainienne, était probablement vraie. J'ai aussi remarqué que certains projets de cartographie colorent une bande de territoire importante, précisément dans cette zone, comme étant entièrement passée sous contrôle russe. Avant de poursuivre, puisque je parle de cartes, SMART, je voudrais dire d'emblée que j'ai eu certaines réserves ou certains doutes concernant la méthodologie de certaines cartes produites par les différents projets de cartographie. Cela ne remet aucunement en cause leur valeur. Mais à The Duran, nous envisageons de produire nos propres cartes. Et j'ajouterais que l'un des grands avantages qu'apporte Khairuline dans ses reportages, c'est que lorsqu'il utilise des cartes, il fournit aussi des photographies, vraisemblablement prises par des soldats russes du lieu réel. Cela permet parfois de très bien saisir la topographie particulièrement difficile, le terrain concret et complexe de certains endroits disputés au combat. Sans cette connaissance, il n'est pas toujours facile de comprendre exactement ce qui se passe. Mais enfin, tout cela, c'est pour l'avenir. Il suffit de dire que, pour l'instant, il semble bien que les Russes aient capturé une vaste zone de territoire, précisément dans la région où Zelensky parlait d'une offensive.
Et l'offensive dont Zelensky parlait et qui aurait soi-disant été un succès commence elle aussi de plus en plus à ressembler surtout à une œuvre de fiction. Or, beaucoup de gens, en Occident, continuent de s'en remettre énormément aux informations fournies par les Ukrainiens sur l'état de la guerre. Les médias occidentaux manifestent une réticence profondément ancrée à accorder le même poids aux sources russes ou aux rapports russes. Et je pense que cela a un effet de distorsion considérable sur l'ensemble de la couverture de la guerre. Et vous en avez un autre exemple frappant dans de tous les journaux possibles, The Financial Times. In of all places, the Financial Times. Because the Financial Times, which has been Parce que le Financial Times, qui a été jusqu'ici l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine dans cette guerre, a largement adhéré à tout le récit selon lequel l'Ukraine avait repris l'initiative depuis le printemps. Ils ne reconnaissent pas ces avancées russes sur les fronts. Ils n'admettent pas, par exemple, la prise de Konstantinovka par les Russes. Ils sont contraints de faire face à une réalité difficile. L'Ukraine n'a plus d'intercepteurs de défense aérienne et il n'y en a tout simplement pas à obtenir. Et aujourd'hui, le Financial Times publie un long article qui déplore cette situation. Il évoque la pénurie critique d'intercepteurs de défense aérienne et la manière dont elle expose l'Ukraine aux attaques russes venues du ciel, ainsi que l'incapacité de l'Ukraine à se défendre contre ces attaques. ability to defend itself from these attacks. But then it goes on to say that this Mais ensuite, il est dit que cela met en péril la dynamique de succès que l'Ukraine aurait soi-disant obtenue ces derniers mois. Et là encore, je dirais simplement que les gens du Financial Times se font des illusions, car l'Ukraine n'a connu aucune dynamique de succès ces derniers mois. Toutes les avancées ont été dans l'autre sens, du côté des Russes. Les Ukrainiens ont reculé, et leurs propres attaques de drones et de missiles à l'intérieur de la Russie sont, pour l'essentiel ou en grande partie, inefficaces. Cela dit, il y a eu la nuit dernière une attaque ukrainienne de drones et de missiles particulièrement importante. Ukraine drone and missile attack last night, and it was unusual because Ukraine launched Et c'était inhabituel, parce que l'Ukraine a apparemment lancé jusqu'à 17 de ces gros missiles de croisière Flamingo contre la Russie. Certains rapports indiquent que, par endroits, des drones et des missiles lancés par l'Ukraine ont réussi à passer et ont atteint leur cible. Pour l'instant, je n'ai pas de précision. Mais dans l'ensemble, cette attaque de drones et cette frappe de missiles, impliquant apparemment plus de 500 drones ukrainiens, me semble avoir été aussi inefficace que toutes les autres. Les Ukrainiens ont lancé une attaque d'envergure, mais là encore, les dégâts causés ont été relativement limités. was relatively minor. Bearing in mind Relativement mineurs, compte tenu de l'immensité de la Russie et de l'échelle colossale de l'économie russe. Et, encore une fois, je ne pense pas que ce fait soit vraiment reconnu en Occident. Pourtant, on commence désormais à mieux prendre conscience de l'effet dévastateur de l'offensive combinée de missiles, de drones et de bombardements russes menée dans toute l'Ukraine depuis les airs par les forces russes de missiles, de drones et aériennes qui agissent évidemment en étroite coordination. Le ministère russe de la Défense nous a de nouveau fourni des informations sur d'autres cibles frappées à Odessa et dans la grande région d'Odessa. Comme je l'ai dit, pas un jour ne passe, désormais, pas un jour ni une nuit, sans qu'Odessa, le système portuaire, les secteurs industriels, les autres ports de la mer Noire proches d'Odessa, ou encore les liaisons ferroviaires et routières vers et depuis Odessa, ne soient visés. leading to and from Odessa. Not a day goes by without these being attacked. Pas un jour ne passe sans que ces infrastructures soient attaquées. On reconnaît de plus en plus l'ampleur des destructions. On reconnaît aussi de plus en plus les immenses dégâts économiques que cela inflige à l'Ukraine. Même les médias occidentaux commencent maintenant, très à contre-cœur, à rendre compte de tout cela. Mais l'étrange illusion persiste. Les attaques ukrainiennes de drones et de missiles contre la Russie seraient, d'une manière ou d'une autre,
au moins aussi efficace ou causerait des dégâts comparables. Ce n'est pas le cas. Le Financial Times, par exemple, dans l'article dont je viens de parler, évoque encore des pénuries de carburant en Russie. Or, si l'on parle du vaste territoire de la Fédération de Russie, presque partout, les pénuries de carburant appartiennent désormais clairement au passé. Nous venons de faire une vidéo très intéressante avec Stanislav Krapivnik que vous pouvez retrouver sur The Duran. Alex Christoforou et moi avons eu le privilège de faire cette émission avec lui. Stanislav était en vacances, comme la plupart des Russes le sont à cette période. Il était en vacances avec sa famille sur la côte russe de la mer Noire. Comme d'autres personnes qui avaient entendu parler de pénurie de carburant, Matshavdi, il s'est assuré d'avoir un bidon d'essence dans sa voiture lorsqu'il est descendu vers le sud avec sa famille, au cas où il en aurait besoin. Mais il a vite constaté que ce n'était pas nécessaire. Même dans la région de la mer Noire, dans les endroits où les Russes partent en vacances, la crise de l'essence a été pour l'essentiel résolue. L'exception, c'est la Crimée, qui continue d'être la cible d'attaques de drones ukrainiens. Même si celles-ci ont aussi, me semble-t-il, considérablement diminué en nombre. Et je comprends que globalement, la situation d'approvisionnement en Crimée est nettement meilleure qu'il y a 6 semaines. Mais la Crimée connaît encore des coupures de courant occasionnelles et des drones ukrainiens sont toujours dans le ciel au-dessus de la Crimée. C'est pour cette raison que les autorités criméennes et les autorités russes ont pris une décision qui aura probablement été difficile pour les entreprises de Crimée, celle de fermer, semble-t-il, la Crimée aux touristes russes venus du reste de la Russie pendant toute la saison touristique de cette année. Mais ailleurs, sur la mer Noire, à Krasnodar, à Sotchi, en Abkhazie, qui, techniquement, ne fait pas partie de la Russie. L'Abkhazie est un État nominalement indépendant, mais la communauté internationale la considère majoritairement comme faisant partie de la Géorgie, je le précise simplement. À ma connaissance, un nombre croissant de vacanciers russes s'y rendent. Quoi qu'il en soit, dans ces régions, des gens venus de toute la Russie peuvent aller passer leurs vacances sur la mer Noire. En règle générale, ils peuvent le faire en toute sécurité. Ils ne connaissent pas de pénurie d'essence lorsqu'ils s'y rendent en voiture, et ils ne courent pas de risques lorsqu'ils y voyagent en avion ou en train. Je vais maintenant exprimer mon propre avis. À mon sens, les Ukrainiens ont vraisemblablement lancé leurs frappes de drones contre les raffineries russes trop tôt dans la saison des vacances, afin de les synchroniser avec le sommet de l'OTAN à Ankara, qui a eu lieu en juillet. Résultat, ces frappes de drones ont eu moins d'impact sur la saison touristique russe qu'elles n'en auraient eu s'ils avaient attendu août, comme ils l'avaient fait l'an dernier. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une erreur qu'ils ont commise. C'est du moins mon avis. Probablement, là encore, parce qu'ils suivent le calendrier politique plutôt qu'un calendrier strictement militaire, comme le font les Russes. Et je pense que cela a eu pour effet d'atténuer encore davantage les perturbations qu'ils espéraient peut-être provoquer en attaquant les raffineries, tout simplement. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Ces frappes de drones ukrainiens m'amènent maintenant à un autre sujet. Récemment, nous avons vu les blindés russes commencer à revenir sur les champs de bataille. Les Russes ont mis au point un nouveau système de défense Arena pour leurs chars. Il a été testé par les troupes du général Ivanev dans la zone de Dobropilya et son efficacité a été démontrée. C'était probablement un essai sur le champ de bataille. Mais il est probable que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce système se répande dans l'armée russe. Il rendra à nouveau les forces blindées russes plus efficaces sur les champs de bataille
et il devrait accélérer les offensives russes en rendant les chars et les véhicules blindés russes plus résistants aux attaques de drones. Et c'est également vrai dans tous les autres domaines de l'armement. La seule arme présente sur les champs de bataille avec laquelle les Ukrainiens ont pu rivaliser avec les Russes, du moins dans une certaine mesure, ce sont les drones FPV. Les Russes. FPV drones. The Russians have massively outmatched the Ukraine. Ils ont très largement surpassé les Ukrainiens en artillerie, en chars et bien sûr en aviation. Leurs Sukhoi 34 sont désormais très actifs au-dessus des champs de bataille où ils larguent de lourdes bombes parce que l'Ukraine est, pour l'essentiel, dépourvue de défense aérienne. Et les efforts désespérés que Zelensky continue de déployer pour trouver des missiles de défense aérienne quelque part, n'importe où, se révèlent infructueux. D'ailleurs, sur ce point, il a récemment réussi à s'assurer le soutien du président finlandais Alexander Stubb. Il semble que le président Stubb ait lui aussi été en contact avec les Américains afin de les convaincre de fournir davantage de missiles de défense aérienne à l'Ukraine. Mais les Américains refusent de le faire. Et le président Stubb s'emploie également à convaincre certains autres pays européens de donner leurs missiles de défense aérienne à l'Ukraine. Et ces pays européens refusent eux aussi de le faire. Mais quoi qu'il en soit, il semble que les Ukrainiens, comme nous le savons, manquent de missiles de défense aérienne. Ils manquent de chars et de véhicules blindés. Cela fait très longtemps que je n'ai vu les Ukrainiens utiliser des chars ou des véhicules blindés dans une quelconque vidéo. Et aujourd'hui, dans une large mesure, l'armée ukrainienne sur les lignes de front est une armée d'infanterie, complétée par des drones. L'une des raisons pour lesquelles on voit si peu d'artillerie, c'est qu'il est désormais clair que les tentatives occidentales d'augmenter la production d'obus d'artillerie ont échoué. C'est un sujet dont j'ai parlé très en détail dans de nombreuses émissions que j'ai réalisées en 2022 et 2023. Les Russes ont pu accroître leur production d'obus d'artillerie en 2023 et en 2024. C'est vos proches de me prendre. In 2023-2024 to somewhere close to 140 to 250,000. Entre 140 000 et 250 000 obus par mois. Personne n'a jamais été en mesure de donner un chiffre précis. Le chiffre exact est évidemment classifié, mais il est certain que la production russe d'obus s'est établie à plusieurs centaines de milliers par mois. Pas au niveau de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est néanmoins largement suffisant pour équiper l'armée russe en obus d'artillerie. Et les Russes ont aussi pu compléter leur production d'obus d'artillerie avec des obus fabriqués dans des usines en Corée du Nord. Or, je crois comprendre que les premiers lots d'obus nord-coréens présentaient de nombreux problèmes de fabrication. Certaines machines-outils de ces usines étaient anciennes. Some of the machine tools in these factories were old. There were problems with quality control. Il y avait des problèmes de contrôle qualité. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Mais les Russes et les Nord-Coréens ont travaillé ensemble et ces problèmes ont été résolus. Et le complexe industriel nord-coréen de production d'obus, qui est très vaste, produit désormais lui aussi des obus en très grande quantité. Un pourcentage important est envoyé aux Russes. Les Russes disposent donc d'une abondance de canons. Je me souviens qu'à un moment de la guerre, une histoire absurde circulait selon laquelle les Russes avaient des difficultés à produire des tubes de canon parce qu'ils n'avaient pas l'équipement nécessaire pour le faire. Because they didn't have the necessary equipment to do this. And this story for a while. Et cette histoire a pendant un temps beaucoup attiré l'attention. On affirmait que les Russes dépendaient de machines allemandes et autrichiennes pour fabriquer ces produits, les canons d'artillerie, et qu'en raison des sanctions, ils ne pouvaient pas entretenir ces machines. Or, toutes sortes de personnes très compétentes m'ont fait remarquer que cette histoire était totalement et absolument absurde.
En substance, la technologie de fabrication des canons d'artillerie est très proche de celle utilisée pour produire des tubes pétroliers. Et ce type de tuyau, un domaine dans lequel les Russes sont connus pour être experts. Et de toute façon, l'idée même que les Russes ne puissent pas fabriquer de canons d'artillerie était complètement ridicule. Et c'est effectivement ce qui s'est vérifié. Quoi qu'il en soit, les Russes disposent d'un grand nombre de pièces d'artillerie et d'assez d'obus, largement assez, pour que ces pièces, ces canons d'artillerie, restent en service actif sur l'ensemble des fronts. On en entend moins parler, parce que même si elles restent probablement aussi importantes et aussi efficaces qu'elles l'ont toujours été tout au long de la guerre, l'attention des médias occidentaux s'est focalisée de manière écrasante sur les drones. Elle ignore les dégâts causés par l'artillerie et les obus d'artillerie. Et elle ignore aussi, dans une large mesure, les dégâts énormes causés par les bombes russes FAB et CAB, alors que ce sont elles qui font le plus de dégâts. Or, comme je l'ai dit, les Russes ont réussi à augmenter leur production d'obus d'artillerie. En Occident, les choses ne se sont pas aussi bien passées. Au début de l'opération militaire spéciale, les États-Unis ne produisaient que 14 obus de 155 mm par mois, et un programme majeur a été lancé pour accroître la production. Elle a atteint 36 000 obus par mois. Reached 36,000 shells a month. I think by 2024. Je pense que d'ici 2024, la production devait encore augmenter pour atteindre environ 100 000 obus par mois. Cela restait nettement inférieur à ce que les Russes produisaient en 2025 et 2026. Mais récemment, des articles sont parus dans les médias américains affirmant qu'en réalité, la production d'obus aux États-Unis a culminé à 36 000 munitions de 155 mm par mois, puis s'est stabilisé à ce niveau. Il s'est avéré impossible d'augmenter la production au-delà. Et les médias américains ont été remplis de reportages sur le fiasco d'une nouvelle usine exploitée, je crois, par General Dynamics. Elle était censée produire des obus en très grande quantité. Une usine automatisée, à la pointe de la technologie, reposant sur des machines-outils, des robots et ce genre de choses, importées clé en main de Turquie. Tenez-vous bien. Quoi qu'il en soit, cette usine a été mise en place. Elle était censée entrer en production en 2025. Apparemment, la production a été extrêmement désorganisée. Il y a eu des problèmes avec les machines-outils et les robots. Il y a aussi eu des difficultés pour obtenir les qualités d'acier nécessaires. Des difficultés également pour obtenir les matériaux de remplissage nécessaires. Le coton spécialisé, par exemple, afin de produire l'explosif requis pour les obus. Résultat, cette usine, dont la construction a coûté un demi-milliard de dollars, n'a pas été capable de produire un seul obus jusqu'à présent, alors que cela fait 2 ans qu'elle était censée être entrée en production. Et ce n'est pas mon commentaire. On en parle partout sur Twitter, dans les médias américains. Vous pouvez trouver cela dans toutes sortes d'endroits. Au total, cela a été un fiasco. Or, diverses affirmations font état d'augmentation plus réussie de la production d'obus d'artillerie en Europe, notamment en République tchèque et en Allemagne. J'ai entendu dire que certains chiffres qui circulent sur l'augmentation de la production d'obus en Allemagne, principalement chez Rheinmetall, sont largement gonflés. Je pense que la situation a été meilleure en République tchèque et dans d'autres endroits, en Bulgarie par exemple. Cela dit, je dois préciser qu'il y a eu récemment des explosions assez curieuses dans certaines de ces usines d'obus d'artillerie en Europe de l'Est. Certains soupçonnent un sabotage russe, mais il se peut aussi que cela soit lié aux efforts pour organiser la production, pour la faire démarrer trop vite, avec des travailleurs inexpérimentés et mal formés.
As I've discussed in many programs, the Russians have Comme je l'ai évoqué dans de nombreuses émissions, les Russes disposent d'un vivier de main-d'œuvre très important, dans lequel ils peuvent puiser chaque fois qu'ils doivent accélérer la production, comme ils viennent de le faire pour les obus d'artillerie ou pour n'importe quoi d'autre. Et il se peut que ces explosions dans les usines ne soient pas du tout le résultat de sabotage, mais simplement la conséquence, comme je l'ai dit, de problèmes, de tentatives de rogner sur les coûts avec des travailleurs inexpérimentés. Cela entraîne de graves accidents qui causent des dégâts majeurs dans les usines et qui, bien sûr, perturbent la production. Quoi qu'il en soit, je pense que la production d'obus d'artillerie en Europe a augmenté. Mais là encore, elle reste très en dessous du niveau de 500 000 obus par an, dont je me souviens qu'Ursula von der Leyen avait parlé à un moment donné. Et elle est bien en dessous, très largement en dessous, du chiffre fantastique d'1 million d'obus par an dont les Européens parlaient eux aussi. that the Europeans were talking about too. As I discussed in a number of recent programs, Comme je l'ai évoqué dans plusieurs émissions récentes, Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, s'est récemment plainte que malgré l'énorme quantité d'argent déversée partout en Europe sur le complexe militaro-industriel, enfin ce qui tient lieu de complexe militaro-industriel en Europe, très peu de matériel militaire concret ait réellement vu le jour. On m'a récemment dit que Kaja Kallas était surtout préoccupée parce que ses propos avaient été suscités par sa déception face au faible niveau de production d'obus d'artillerie. about the low production levels of artillery shells. So, this has been one of the Cela a donc été l'un des problèmes majeurs. Or, je comprends qu'il y a eu un autre facteur. Les Russes, sur les fronts, ont obtenu des succès croissants dans la destruction de l'artillerie ukrainienne. Résultat, les Ukrainiens ont dû retirer une grande partie de leur artillerie, la majeure partie même, au-delà du Dniepr, sur la rive ouest du Dniepr, où elle est bien sûr largement inefficace. Mais, quoi qu'il en soit, on voit une fois de plus les problèmes industriels. Des problèmes industriels qui entravent la production de missiles Patriot, de missiles Tomahawk et de toutes sortes d'autres missiles. Il faut encore 2 ans de travail pour produire un seul missile Tomahawk ou Patriot et autant de temps pour remettre en état un char Abrams. Une grande partie du travail est effectuée à la main par des ouvriers qui, dans bien des cas, semblent aujourd'hui proches de la retraite. now, well, in many cases, apparently approaching retirement. The Europeans, the West, simply Les Européens, l'Occident, n'ont tout simplement pas la capacité industrielle ni les ressources nécessaires pour engager la montée en puissance industrielle rapide qu'il faudrait afin de changer la situation sur les fronts. Eh bien, je vais le dire très simplement, l'artillerie compte. Les drones ont fait une différence, mais pas autant que beaucoup de gens l'imaginent. Et on comprend pourquoi. La quantité de puissants explosifs contenus dans un obus de 155 mm est d'environ 10 kg. Celle qu'emporte un drone FPV est d'environ 500 grammes. Et bien sûr, un obus ne fait pas des dégâts uniquement grâce à sa charge explosive. L'effet cinétique d'un gros objet doté d'une enveloppe en acier qui frappe une cible à des vitesses exceptionnellement élevées, des vitesses supersoniques, aura lui aussi un effet. supersonic speeds, is also going to have an effect. An effect which an FPV drone. Un effet qu'un drone FPV n'a évidemment pas. Ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine est désormais dominée en puissance de feu à tous les niveaux sur les fronts. Et bien sûr, si l'avantage des drones FPV s'efface progressivement, ces problèmes vont commencer à s'aggraver considérablement. Une fois que les Russes auront franchi les villes fortifiées, dépassé les lignes fortifiées, les champs de mines, les tranchées, les casemates en béton, les dents de dragon, les mines dont le Donbass est couvert depuis la crise de 2014, et une fois qu'ils auront aussi dépassé l'étalement urbain et industriel qui caractérise le Donbass, je suis certain que nous assisterons à une accélération très rapide de l'avancée russe, bien au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Far beyond
anything that we have seen up to now. And if the Russians have indeed been Et si les Russes ont effectivement réussi à développer, avec le système Arena, des défenses contre les drones FPV, alors les jours des avancées blindées rapides ne sont peut-être plus si loin. Maintenant, à propos des pénuries d'équipements, nous avons eu de nouvelles preuves que les Russes adoptent désormais une ligne plus dure, beaucoup plus dure, à l'égard des Américains, des Européens et des Turcs, concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et il y a eu un changement important dans le comportement russe sur ce point. Jusqu'à une période assez récente, les Russes acceptaient simplement le fait que les Américains, les Européens et les Turcs fournissent des armes à l'Ukraine. Les Russes, eux, se plaignent désormais bruyamment et s'adressent directement au gouvernement turc et américain au sujet de la récente décision des États-Unis et de la Turquie de fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine, des armes américaines issues des stocks militaires turcs. Et la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré, lors de son dernier point presse, que le ministère avait demandé des éclaircissements à Washington et à Ankara concernant des informations publiées par le Congrès américain. Selon les documents rendus publics par le Congrès américain, l'arsenal que la Turquie fournira à l'Ukraine est conséquent. Il comprend notamment 12 lance-roquettes multiples et plus de 2500 munitions à sous-munitions modernisées pour ces systèmes. Autrement dit, des systèmes de roquettes HIMARS. 47 000 obus d'artillerie à sous-munitions de calibre 203 mm, ainsi que 70 missiles balistiques tactiques opérationnels ATACMS. Et le ministère des Affaires étrangères a souligné que la nouvelle livraison d'armes n'affecterait pas sérieusement le cours de l'opération militaire spéciale. Mais elle porte un grave préjudice aux relations bilatérales entre la Russie, les États-Unis et la Turquie. Les tentatives d'utiliser une rhétorique de maintien de la paix, autrement dit, la rhétorique de médiation à laquelle se livrent à la fois les États-Unis et la Turquie, tout en fournissant simultanément des armes à l'Ukraine, sapent la confiance mutuelle. Cela est particulièrement vrai au vu des assurances de la Turquie, selon lesquelles elle évite les livraisons létales. Le ministère russe des Affaires étrangères a poursuivi. Il convient de noter que les circonstances et les conditions d'un transfert aussi massif de matériel létal restent extrêmement contradictoires. On ne sait pas qui a initié la réexportation, ni comment, et quand le plan de transfert de ces importantes cargaisons létales vers Kiev a été élaboré. Et on ne sait pas clairement ce qui pousse les États-Unis et la Turquie à ouvrir la boîte de Pandore et à prolonger ainsi l'agonie du régime de Kiev par une action de la Turquie qui semble viser à prolonger la guerre. Et le ministère des Affaires étrangères poursuit. Des dommages à multiples facettes découlant de telles livraisons sont inévitables. Il ne s'agit pas seulement des victimes et des destructions que les autorités de Kiev cherchent à aggraver, mais aussi du grave préjudice porté aux relations bilatérales entre la Russie, Washington et Ankara. C'est la première fois, à ma connaissance, que les Russes s'expriment ainsi, à la fois à l'égard des Américains et des Turcs. Les Russes disent en substance aux Américains « Nous en avons assez de cette absurdité qui consiste à prétendre que vous êtes des médiateurs impartiaux dans ce conflit. Votre propre secrétaire d'État, Marco Rubio, a reconnu il y a quelques semaines que vous ne pouviez pas être des médiateurs impartiaux puisque vous armez l'Ukraine. Vous parlez maintenant de renvoyer Witkoff et Kushner à Kiev et à Moscou pour poursuivre les efforts de médiation. Comment pouvez-vous croire que nous allons prendre tout cela au sérieux, alors que non seulement vous aidez l'Ukraine dans son offensive de drones contre nous, mais que vous continuez aussi
par l'intermédiaire de vos alliés turcs, à fournir à l'Ukraine des équipements de ce type. Continuing to provide equipment of this kind to Ukraine. ATACMS missiles, which obviously Les missiles ATACMS, qui de toute évidence serviront à frapper des villes russes comme Belgorod. Les missiles HIMARS, pareil. Et les armes à sous-munitions, qui ne remplacent pas vraiment les obus unitaires de 155 mm que vous ne pouvez pas produire ou que vous êtes incapable de produire en quantité suffisante pour faire la différence. Mais elles tueront néanmoins beaucoup de gens et causeront énormément de dégâts. Et il y a seulement quelques années, aux États-Unis, il y avait une campagne que vous avez plus ou moins soutenue pour abolir toute cette catégorie d'armes, en raison des possibilités de crimes de guerre qu'elles engendrent. Des possibilités de crimes de guerre très évidentes qu'elles engendrent. Et bien sûr, le même message s'adresse aussi, peut-être de façon encore plus directe, au président Erdogan de Turquie. Vous jouez un double jeu avec nous depuis longtemps, en faisant semblant d'être notre ami tout en armant nos ennemis. Ne pensez pas que nous l'ignorons. Notre patience à ce sujet s'épuise très rapidement. Et nous savons parfaitement que par le passé, lorsque vous avez envoyé des armes de ce type, et nous savons que ce n'est pas votre première livraison, lorsque vous avez envoyé des armes de ce type, des missiles ATACMS, des lance-roquettes HIMARS, des missiles HIMARS, des armes à sous-munitions, des drones Bayraktar, des véhicules blindés, des obus d'artillerie, toutes ces choses-là. Artillery shells, all of those things. We know that you were doing it by sea. Nous savons que vous le faisiez par mer via la mer Noire. Vous faisiez passer clandestinement ces armes en Ukraine par Odessa, tout en prétendant que les navires transportant ces cargaisons se livraient à des activités strictement commerciales, au commerce des céréales et tout le reste. Et nous n'allons certainement plus le permettre. Ne nous fatiguez plus avec vos absurdités sur un moratoire concernant la navigation en mer Noire. Et d'ailleurs, si vous essayez d'acheminer par route, par rail ou par barge les systèmes d'armes que vous fournissez désormais à l'Ukraine, nos drones et nos missiles vous attendent. Quant au reste, vous devez commencer à vous préparer à de nouvelles mesures de rétorsion de notre part à l'avenir. En 2015, nous avons montré que les mesures que nous pouvons prendre en restreignant les ventes de légumes et de fruits, ainsi que les vacances de nos touristes en Turquie, peuvent avoir un impact sur votre économie. Et ne partez pas du principe que nous ne sommes pas capables de refaire tout cela. Voilà donc les messages que les Russes envoient. Évidemment, ils ne disent pas publiquement tout ce que je viens de dire. Peut-être qu'ils ne le disent pas non plus en privé. Mais j'ai l'impression que les relations entre les Russes et les Turcs, entre Poutine et Erdogan, deviennent désormais plus difficiles. Et je m'attends à ce que Erdogan, qui comprend très bien l'importance, pour la Turquie comme pour sa propre position intérieure, de maintenir de bonnes relations avec la Russie, commence probablement à faire pression sur les Russes pour obtenir un nouvel appel téléphonique avec Poutine et peut-être une nouvelle rencontre avec lui, afin de régler tout cela. Et à ce sujet, je dois dire que je constate que cela fait maintenant très longtemps que Poutine et Erdogan ne se sont pas parlé, alors qu'à une époque, ils semblaient se parler plus souvent que n'importe quels autres dirigeants dans le monde. Il y a même eu des moments où l'on avait l'impression qu'ils se parlaient presque une semaine sur deux. Un dialogue d'une intensité étonnante, dont je crois comprendre que Poutine ne raffolait absolument pas. Sur le plan personnel, les deux hommes ont l'un pour l'autre une certaine estime réticente, mais cela ne veut pas dire qu'il existe entre eux des sentiments d'amitié très forts. Quoi qu'il en soit, voilà la situation. Je pense que nous devons nous préparer,
au cours des prochaines semaines et des prochains mois, alors que la pression russe sur l'Ukraine s'intensifie, à une forte dégradation des relations entre la Turquie et la Russie. Et vous allez en voir davantage au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et cette déclaration du ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, vise clairement à tirer un sérieux coup de semonce à l'intention d'Erdogan. Je le répète, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'Erdogan a, à de nombreuses reprises, fourni à l'Ukraine des quantités similaires d'armes similaires, et qu'il l'a fait clandestinement, par bateau, sous couvert d'accords comme l'accord sur les céréales qu'il a négocié de manière trompeuse avec les Russes. Negotiated with the Russians. The Russians, through gritted teeth, Les Russes, les dents serrées, ont détourné le regard pour toutes sortes de raisons. Maintenant que les événements sur les champs de bataille en Ukraine tournent de plus en plus à leur avantage, on dirait qu'ils se préparent à montrer les dents et à rappeler à Erdogan et aux Turcs qui est, au bout du compte, le plus fort. Voilà où nous en sommes. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans cette guerre. J'ai évoqué dans mon émission hier l'inquiétude à Londres face aux menaces russes de saisir des navires britanniques ou des navires commerçants avec la Grande-Bretagne en haute mer, ainsi que les aveux britanniques selon lesquels ils ne peuvent rien faire pour protéger ces navires. Pendant ce temps, la pression sur la Russie a continué et nous allons probablement voir davantage de sanctions au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais je vais faire ici une observation très générale. Les sanctions contre la Russie, qui remontent jusqu'à 2014, mais surtout depuis 2022 et plus encore depuis 2023, lorsque l'Occident a commencé à comprendre que les Russes produisaient massivement plus d'armes qu'eux, ces sanctions contre la Russie, ainsi que l'offensive de drones lancée contre elle cette année, qui était clairement une entreprise conjointe réunissant les Américains, les Européens et les Ukrainiens, reposaient toutes sur la même prémisse erronée. Dès le départ, en remontant à 2014 et même avant, une idée très répandue, une conviction universelle en Occident, voulait que la Russie soit un nain économique, qu'elle soit, selon les mots tristement célèbres du regretté sénateur McCain, une station-service qui se fait passer pour un pays qui ne produit rien, un pays dont le PIB serait inférieur à celui de l'Italie, de l'Espagne ou des Pays-Bas. Ou alors, est-ce que c'était les îles Galapagos ou Tahiti? Et puis, à la stupéfaction générale en Occident, ils ont commencé à constater que les Russes produisaient davantage d'armes qu'eux et qu'ils absorbaient le choc des sanctions. Les Européens, les Américains et les Ukrainiens n'ont pas profondément revu leurs convictions sur l'économie russe, alors même qu'elles se sont révélées totalement et absolument erronées. Ils ont plutôt rationalisé la réussite russe en affirmant que Poutine et le Kremlin avaient transformé la Russie en ce qu'ils appellent une économie de guerre, une économie de mobilisation, dans laquelle toutes les ressources sont consacrées à la conduite de la guerre. Et si cela leur a fourni une explication à l'échec de leurs sanctions jusqu'à présent, cela a paradoxalement renforcé leur conviction que cette économie microscopique ne peut pas accomplir tout ce qu'elle accomplit sans être en réalité soumise à une pression extrême et intense. Qu'elle doit fonctionner très au-delà de ses capacités industrielles et financières. Et que si l'on resserre un peu les sanctions ici, ou qu'on lance des frappes de drones contre quelques raffineries là, ou qu'on détruit plusieurs entrepôts de Whiteberries ailleurs, tout cela va faire basculer cette machine, déjà énormément sursollicitée et en surchauffe, et commencer à la faire tomber en panne. Or, toute cette idée selon laquelle la Russie serait un nain économique et fonctionnerait comme une économie de guerre est profondément et totalement fausse.
Le PIB de la Russie, en parité de pouvoir d'achat, est le quatrième plus élevé au monde. Il est bien supérieur à celui de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et même du Japon. En fait, je pense moi-même que le PIB russe est sous-estimé, même sur la base des calculs en parité de pouvoir d'achat. D'ailleurs, je crois comprendre que la Banque mondiale pense la même chose. Dans ce cas, elle estime que le véritable PIB russe, en parité de pouvoir d'achat, ne se situe probablement pas autour de 6 à 7 000 milliards de dollars, comme on le croit aujourd'hui, mais plutôt près de 10 000 milliards de dollars au total. Je pense que c'est aussi mon estimation. C'est à peu près cela. Et cette économie, avec ses énormes ressources, n'est en réalité pas soumise à des tensions excessives, loin de là, contrairement à ce que l'Occident semble croire. Poutine lui-même a souligné que la Russie affiche actuellement un déficit budgétaire de 2,5% du PIB. Il s'agit d'ailleurs du PIB nominal et non du PIB en parité de pouvoir d'achat. Mon intuition, mon analyse, c'est que ce déficit budgétaire va diminuer assez rapidement. Et puis, les Russes disposent de ressources importantes pour le couvrir. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Poutine a également souligné que les dépenses de défense et de sécurité en Russie se situent autour de 6 à 7% du PIB. C'est nettement moins que les 10% du PIB atteints aux États-Unis au plus fort de la guerre du Vietnam. En réalité, les Russes, qui exercent un contrôle étroit sur leur politique budgétaire, comme sur leur politique monétaire, sont dans une position plus confortable que beaucoup de gens ne le pensent. Je peux citer quelques exemples. J'ai indiqué dans mon émission hier que la croissance industrielle semble s'être nettement accélérée au deuxième trimestre de cette année et que la croissance du PIB, selon le ministère de l'Économie, a été de 1,3% au deuxième trimestre. C'est nettement supérieur à la plupart des prévisions. La croissance se poursuit à peu près au même niveau au troisième trimestre, celui dans lequel nous sommes actuellement. Par ailleurs, la hausse des exportations a accru l'excédent du compte courant de la Russie. Ainsi, au deuxième trimestre 2025, cet excédent était d'environ 2 milliards de dollars. Cette année, au deuxième trimestre, il était 10 fois plus élevé, à 21 milliards de dollars. C'est presque certainement dû à la hausse des prix du pétrole brut. Mais il reste aussi vrai que la Russie réduit progressivement le volume global de ses importations, même si les prix à l'importation augmentent souvent en raison de l'inflation mondiale. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'inflation en Russie, cet été, a été plus élevée que ce que la Banque centrale avait anticipé. Elle s'est située plus près de 6% que de 5%. C'est un facteur qui, à mon avis, ne va d'ailleurs pas durer très longtemps. Mais l'essentiel, c'est qu'avec un excédent de la balance courante de cette ampleur, et avec des prix du pétrole brut qui devraient rester élevés jusqu'à la fin de l'année, les Russes n'auront pas de difficultés à financer leur budget. On a beaucoup commenté le fait que les Russes aient reporté certaines ventes d'OFZ, c'est-à-dire d'obligations d'État russes. Je pense que la principale raison, ce sont les prix plus élevés du pétrole et un excédent courant plus important. Le gouvernement russe n'aime pas emprunter ni puiser dans ses réserves de cette manière. C'est un biais structurel qui existe depuis toute l'ère Poutine-Nabiullina. Et je m'attends à ce que le gouvernement russe anticipe une réduction du déficit budgétaire au cours des prochains mois, à mesure que les dépenses concentrées en début d'année prendront fin et que les recettes du secteur pétrolier commenceront à affluer. Elles couvriront une grande partie d'un déficit budgétaire qui est loin d'être excessivement élevé.
Voilà. Je pense que toute l'idée selon laquelle l'économie russe serait sous pression excessive, sur le point de s'essouffler et de perdre son élan, est profondément erronée. Or, il me semble que les États-Unis risquent de commettre une erreur similaire avec l'Iran. Je ne prétends pas avoir sur l'Iran le même niveau de connaissance que celui que j'ai, pour des raisons historiques remontant à une quinzaine d'années, de l'économie russe. Mais là encore, je pense qu'il devrait désormais être clair que la taille, la diversité et la base de ressources de l'économie iranienne ont été sérieusement sous-estimées en Occident. L'économie iranienne connaît de vrais problèmes, et ils sont graves. Le pays continue d'afficher un niveau d'inflation extrêmement élevé. Je crois qu'elle se situe désormais entre 80 et 90% par an. Étant donné que l'Iran est en grande partie autosuffisant, je ne peux que supposer que cela s'explique par une mauvaise gestion des politiques monétaires et budgétaires par les autorités iraniennes, ainsi que par la faiblesse générale qui me paraît très évidente dans la manière dont le gouvernement iranien gère une grande partie de sa politique intérieure et de ses structures internes. Un gouvernement fragmenté, comme l'est clairement le gouvernement iranien, n'est probablement pas en mesure d'instaurer le type de discipline budgétaire et monétaire qu'un gouvernement fort et uni, comme celui de Moscou, peut mettre en place. Cela ne signifie pas que l'Iran ne dispose pas de réserves économiques importantes, ni d'une réelle puissance économique. Le Jerusalem Post vient de publier un article affirmant que les Israéliens sont stupéfaits par la rapidité avec laquelle les Iraniens reconstituent et reconstruisent leur arsenal de missiles. Ils semblent fabriquer davantage de missiles balistiques qu'ils en lancent actuellement. Et en plus du fait que l'Iran, comme je l'ai dit, semble disposer d'une économie stable et riche en ressources, il continue d'avoir des partenaires commerciaux stables. Au demeurant, il ne les traite pas toujours avec beaucoup de respect. Mais il conserve des partenaires commerciaux stables et puissants, à savoir la Chine et la Russie. Si je souligne ces points, c'est parce qu'il semble que les États-Unis, ayant désormais compris que des frappes militaires contre l'Iran ne permettront pas de vaincre l'Iran, vont maintenant consacrer tous leurs efforts à atteindre leurs objectifs par la pression économique sur l'Iran. Si bien sûr, l'économie iranienne est bien plus diversifiée, bien plus sophistiquée, bien plus riche en ressources et bien plus vaste que ne le pensent les Américains, et surtout compte tenu du fait que l'Iran, comme je l'ai dit, dispose de partenaires commerciaux fiables, alors il n'y a aucune raison de penser que cette politique de sanctions connaîtra, à long terme, plus de succès que la politique de sanctions menée contre les Russes. C'est ici que je vais terminer l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en vous rendant sur notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Have a very good day.